Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mercredi 27 avril et nous sommes en direct et pendant 60 minutes, vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos réactions et vos questions nous permettront comme tous les soirs d'alimenter notre discussion de ce soir. Avec nous sur le plateau, Jeremy Gunn, vous êtes professeur de droit et de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Elizabeth Myers, vous êtes avocate, professeure de droit et conseillère stratégique à l'American University of Leadership et vous êtes également éditrice et contributrice au sein de Morocco World News. Et enfin, Anna Jacobs, vous êtes chercheuse en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce sujet international pour mieux comprendre ce qui se passe dans le cadre des élections américaines. Il reste 194 jours avant les élections présidentielles américaines qui se déroulent le mardi 8 novembre prochain. La course aux investitures démocrates et républicaines est plus que jamais engagée. Et les candidats pour chaque parti se précisent. Les deux favoris, Hillary Clinton et Donald Trump, ont nettement remporté les primaires organisées hier lors du Super Tuesday du Grand Est dans 5 États, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Pennsylvanie et Maryland. Ce mois d'avril pourrait donc être décisif dans le choix des candidats des deux partis. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur le déroulement de la campagne présidentielle la plus médiatisée au monde. Quelle lecture des résultats d'hier? Comment pouvons-nous interpréter le déroulé de ces primaires? Quel rôle pour Ted Cruz et Bernie Sanders dans le futur? Les conventions des deux partis peuvent-elles connaître des basculements? À quoi ressemblerait l'Amérique de Trump ou de Clinton? Primaire américaine. Dernière ligne droite, c'est le titre de l'émission de ce soir. Hillary Clinton et Donald Trump, les deux favoris à la course à la Maison-Blanche, ont remporté les primaires organisées hier dans 5 États du Nord-Est américain. Le milliardaire a gagné dans les consultations de ce nouveau Super Tuesday en Pennsylvanie, dans le Maryland, le Connecticut, le Delaware et à Rhode. Il a ainsi engrangé une avance impressionnante de 30 à 40 points sur ses rivaux Ted Cruz et John Kasich. Avec environ 949 délégués, Trump se rapproche du seuil des 1237 délégués nécessaires pour obtenir automatiquement l'investiture du Grand Old Party. Trump se considère déjà le candidat gagnant, mais si Ted Cruz et John Kasich parviennent à l'empêcher d'obtenir une majorité absolue, l'investiture pourrait revenir à un vote libre des délégués en juillet. Voir un autre homme que le favori triompher est un scénario rarissime et imprévisible selon des experts. Côté démocrate, Hillary Clinton s'est imposée dans le Maryland, le Delaware et en Pennsylvanie, la Pennsylvanie qui a représenté hier le plus grand nombre de grands électeurs. Hillary Clinton a elle aussi remporté une victoire écrasante face à son rival Bernie Sanders. Sanders aurait besoin d'environ 85% des délégués pour surpasser l'ancien chef de la diplomatie. La voie de l'investiture est désormais dégagée pour Hillary Clinton. Sauf coup de théâtre, elle portera les couleurs du Parti démocrate à l'élection présidentielle de novembre. C'est la première femme de l'histoire américaine à atteindre cette étape. Il reste encore 14 primaires d'ici la fin juin pour désigner officiellement un candidat dans chaque parti. Bien, mesdames, messieurs, on va essayer de faire le même exercice que nous avions fait la dernière fois. Vous étiez déjà venu, monsieur Gunn, à l'occasion du Super Tuesday. On va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans cette campagne américaine. Nous sommes très loin, mais en même temps si près. Et c'est vrai que c'est dur de détricoter ce qui est en train de se passer, de comprendre exactement tout le déroulé de cette campagne américaine. Nous devrions avoir dans quelques instants au téléphone Irina Zuckerman, qui est responsable de la campagne de Ted Cruz dans l'État de New York. Nous pourrons commenter également les résultats de ce deuxième Super Tuesday. Alors, ça c'était hier, le Super Tuesday. Le 20 avril, on a quand même eu les résultats dans le cadre de l'État de New York avec une défaite cinglante de Ted Cruz. Quelle lecture on peut faire de ça, Jeremy Gunn? Alors, après le premier Super Tuesday, le mois dernier, c'était pas clair ce qui se passe dans les élections aux États-Unis. Et Trump, à ce moment-là, n'avait pas eu plus que 35% des votes dans la plupart des États. Après New York et après ce qui s'est passé hier, mardi, c'était surprenant et aussi très important. Maintenant, on peut dire qu'on aurait pu pas dire la semaine dernière que Trump est probablement le candidat du Parti républicain. Grand changement depuis une semaine.
Alors, Irina Zuckerman, responsable de la campagne de Ted Cruz dans l'État de New York, est avec nous en direct au téléphone. Irina Zuckerman, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Média TV pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Ted Cruz, votre candidat, a essuyé une défaite cinglante à New York en ne reportant aucun délégué. Quels commentaires pouvez-vous nous faire à ce sujet? Allô? Alors, je pense qu'il y a un petit problème technique. On va essayer de rétablir les liaisons en attendant d'avoir Irina Zuckerman qui est avec nous au téléphone. Par rapport à ce que disait Monsieur Gunn. Je pense que ce que nous sommes en train de voir, c'est une clarification de celui qui sera le candidat. C'est clair que ça va être Hillary Clinton et Donald Trump de l'autre côté. Alors, le seul moyen pour Ted Cruz pour être le candidat, c'est pas évident. Même s'il devait être nommé, alors le problème avec cela, c'est que ça sera fait d'une manière non démocratique. On aura un candidat, Donald Trump, qui a gagné la majorité, et vous aurez un autre candidat qui va aller pour la nomination. Alors je ne vois pas un autre moyen pour Cruz pour passer. Mais je crois que ça sera Donald Trump et Hillary Clinton. Elisabeth Myers, je vous vois sourire en écoutant Anna Jacobs. Je suis pas en désaccord avec ce qu'elle dit. Il y a eu un grand changement depuis la semaine dernière. Certes, je crois que les commentaires de Cruz, et il ne va pas céder, il ne va pas baisser les bras, il veut continuer. Et il va aller jusqu'à la convention. Il faut dire que l'élection, le processus ont été des plus surprenants de l'histoire des États-Unis quand il s'agit d'élections. Les candidats, un des problèmes, c'est qu'on a commencé avec plusieurs républicains, ce qui a dilué un peu les voix par rapport à Donald Trump. Je crois que Donald Trump, à mon opinion, est en train d'exploiter les gens qui sont d'éducation très modeste ou analphabète. Il n'y avait personne qui était en mesure de lutter contre la campagne de Trump. Et je crois qu'il va être une question qui est importante pour la nomination pour le Parti républicain, c'est que la plupart on dit establishment aux États-Unis, la classe politique du Parti républicain, déteste Donald Trump. Alors, on n'avait pas quelque chose comme ça avant. Normalement, il y a un consensus. Alors, pour George Bush, il y avait un consensus pour son père avant ça. Et normalement, ça, c'est le cas. Pour Mitt Romney, il y avait un consensus. Maintenant, il y a, dans un sens, une guerre civile dans le Parti républicain. Et ça, c'est une raison qu'on peut avoir une convention en Cleveland qui serait contestée. Mais maintenant, il y a 2 semaines, on n'aurait pu pas le dire. Maintenant, on peut dire que c'est probablement Trump. Mais Trump, peut-être, il n'aura pas le soutien de la plupart de la classe politique de son propre parti. Et ça, c'est différent dans le parti, dans les élections aux États-Unis, et c'est un changement et c'est bouleversant dans les élections. Alors juste sur ce point-là, juste pour qu'on comprenne bien, parce qu'encore une fois on est loin, on parle de l'État de New York. Est-ce que cet État-là a une spécificité qui explique aujourd'hui, alors qu'il y avait une tendance plutôt républicaine, plutôt démocrate, qui a changé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que, et aussi au niveau de l'ensemble des États-Unis, est-ce que l'État de New York est aussi symbolique que nous, on peut le lire de ce côté de l'Atlantique? Je pense que pour les élections générales en novembre, New York n'est pas important dans le sens que c'est normalement démocrate et probablement Hillary Clinton gagne. C'est pas un État pivot qui peut aller une direction ou une autre. Normalement, c'est dans le Parti républicain. Et ça, c'était important pour le Parti républicain dans les primaires que Trump a gagné. C'était important pour lui pour les élections en novembre. C'est peu important. Alors, c'est important, mais c'est normalement... C'est symbolique, New York? C'est symbolique ou pas?
Ce que je trouve d'intéressant dans les élections, surtout pour la ville de New York, ou l'État de New York, pardon, c'est que ça montre qui c'est qui vote pour qui. Alors ce qui est fascinant, c'est que la plupart des Afro-Américains vont voter pour Hillary Clinton. Alors quand vous regardez Sanders par rapport à Hillary Clinton, c'était clair que qui va voter pour qui. Alors, et qui n'allait pas voter pour elle. Et je crois que c'est là qui peut prendre quelques voix si on voit le côté démocrate. Si elle arrive à gagner les voix des minorités, les Afro-Américains, et il a fait du beau travail avec les Latinos aussi, avec les femmes et avec les modérés. C'est-à-dire, on parle toujours de ceux qui votent démocrates pour prendre. Mais Bernie Sanders a fait un très beau travail avec les jeunes, ceux qui sont nés depuis 2000, alors, ou les 1990, voilà. C'est-à-dire il a capturé l'attention des jeunes. Je crois que ces élections, ce sont des élections qui est le candidat de l'établissement. D'un côté, on peut dire que on peut comparer Donald Trump d'un côté et Bernie Sanders d'un autre. Les deux ont fait du beau travail parce qu'on les voit comme contre la tradition, contre le statu quo. Alors, Hillary Clinton, elle est regardée comme celle qui vient de Washington. Elle a fait du beau travail en qualité de sénatrice, en qualité de première dame pendant le mandat de son mari. Et ceci est bon en quelque sorte, mais pour les jeunes, pour la perception, je crois qu'elle est perçue comme étant un candidat de l'establishment. Je crois qu'elle va un peu lutter pour pouvoir attirer les voix des jeunes qui sont aujourd'hui en train de voter pour Sanders. Et ça, c'est très important quand on passera à la phase des élections finales. Mais quand on regarde Sanders et son groupe, l'animosité, c'est contre le capitalisme, contre les multinationales, les corporates, quand vous regardez la boîte et quand vous regardez c'est vers qui? Vers le gouvernement fédéral, bien sûr. Mais des deux côtés, vous avez une animosité, un criticisme et un besoin pour le changement. Et c'est ce qui fait de Sanders et de Trump des candidats populaires aujourd'hui. Je pense que Irina Zuckerman, on a récupéré Irina Zuckerman qui est responsable de la campagne de Ted Cruz dans l'État de New York. Irina Zuckerman, bonsoir. Good evening, how are you? Merci d'être avec nous en direct sur Média TV pour commenter la défaite de votre candidat Ted Cruz dans l'État de New York qui n'a remporté aucun délégué. Ça a été commenté par nos observateurs sur le plateau. Que pouvez-vous nous dire de cette défaite? If it would be possible to provide some translation, that would be great. Okay, so you're not listening to the French version. We're going to try to fix this and going to recall you. Thank you very much. Merci. Je pense qu'il y a un problème technique. On va encore essayer de le régler. Désolé, puisque nous sommes, je le répète, encore en direct avec Irina Zuckerman. Alors, la question suivante, c'est quel rôle reste-t-il à Ted Cruz, juste pour finir sur la défaite de Ted Cruz. Quel rôle pour Ted Cruz dans la suite des primaires? Quelqu'un qui va passer à la convention, c'est tout ce qui lui reste. Est-ce qu'il a la force de le faire ou pas? C'est quelque chose qu'on verra. Parce que les résultats ont été très médiocres. Et je ne sais pas ce qu'il peut faire. Ça c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ça. Mais aussi, on peut dire que pour Ted Cruz, c'est pas simplement l'élection ces temps-ci, c'est dans 4 ans. Il est toujours jeune, 45 ans, quelque chose comme ça. Et il prépare le base du Parti républicain pour le futur. Et il peut bien imaginer que si Trump est le candidat, que Trump perd les élections et il peut être le candidat la prochaine fois. Je pense qu'il veut toujours essayer, c'est pas comme il a abandonné, mais c'est pas la fin de lui, c'est pour ce cycle seulement.
Alors, comment est-ce que vous qualifieriez les relations entre Trump et le Parti des Républicains? Alors si, encore une fois, je voudrais souligner cela. Ce qui fait de ces gens-là populaires, c'est qu'ils ont été très critiques du Parti républicain. Il a été très ouvert et il a dit des tas de choses sur le Parti républicain. Alors, et il a parlé de ce qui s'est passé depuis les dernières élections. Alors d'abord, il y a la création du Tea Party. Alors, vous voyez que Cruz, c'est un candidat du Tea Party, du parti Tea. Alors, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a une faction à droite qui est devenue ou qui a développé ce criticisme vis-à-vis Barack Obama. Je crois que ça, c'est la question principale. Et pour ce qui est de Trump et son rôle, alors ce qui lui a permis d'arriver à ce qu'il a pu atteindre, c'est la rhétorique qu'il a utilisée. C'est pas la politique générale, mais c'est son opinion vis-à-vis du Parti républicain. On peut dire que Ted Cruz est contre le Parti républicain aussi. Alors c'est curieux que les deux candidats qui sont le plus forts dans le Parti républicain sont contre la classe politique du Parti républicain. Et encore pour l'establishment, ça c'est horrifiant. Ted Cruz n'est pas populaire du tout avec le parti, ni Donald Trump. Alors c'est une catastrophe pour le parti. Le seul qui est toujours candidat, c'est John Kasich, qui est bien apprécié par l'establishment. Mais c'est curieux, il n'y avait pas d'autres cas comme ça de ma connaissance de l'histoire des États-Unis. Alors, il y a un front qui a été justement anti-Trump, constitué avec John Kasich. Qu'est-ce que c'est anti-Trump? Anti-Trump. Anti-Trump. Against Trump. Anti-Trump, la question est quoi? Oui, bien sûr, anti-Trump. Il y a eu un front entre John Kasich et Ted Cruz anti-Trump. Oui, il y avait une petite alliance entre les deux. Je pense que ça ne marche pas très bien. Alors déjà, il y avait des problèmes. Mais pour beaucoup de monde dans le Parti républicain, Trump, c'est le pire possible. Alors, il faut réunir toutes les forces contre Trump pour nier la nomination à lui. Alors, après hier, je pense que c'est pas probable. Avant-hier, c'était toujours possible. Mais alors, encore, la situation qui est incroyable, que les deux plus importants candidats sont contre leur propre parti. Ça peut faire des dégâts au sein du Parti républicain, d'avoir ces alliances, justement, anti au sein du même parti? Oui, il y a beaucoup dans la presse qui dit que ça peut être la fin du Parti républicain. Alors, c'est un peu loin d'y aller, mais il n'y avait pas de crise pour le Parti républicain comme ça depuis le 19e siècle, quand il y a des gens, alors le pourcentage, c'est quelque chose comme 20-30% des personnes qui ont voté hier, on dit, dans le Parti républicain, dit que pour le président, ils ne votent jamais pour Trump. Alors, ça, c'est une catastrophe pour le parti. Il ne peut pas gagner si ça continue. Ça peut être la fin du Parti républicain. C'est trop tôt pour le dire, mais on commence à penser comme ça qu'on peut avoir les divisions. Je voudrais faire deux commentaires pour réagir à ce commentaire. D'abord, le sondage montre que Trump a 3 points derrière Clinton, et je crois que ça c'est très important. Le deuxième élément, c'est cette peur de Donald Trump par rapport à Ted Cruz. Je crois qu'il y a aussi une perception que Ted Cruz, il y a une idéologie derrière Ted Cruz, alors que les gens voient Ted Cruz comme un politicien ou un opportuniste. Sa position change en fonction des besoins, en fonction de à qui il parle, là où il se trouve, quel État, quelle ville. Alors, il y a des gens qui disent que pour ce cycle d'élections,
les radicaux de droite sont en train d'utiliser une rhétorique qui est bonne pour Trump. Mais s'il devait gagner, il doit devenir plus modéré. Il ne peut pas gagner avec ce point de vue. Parce que vous ne pouvez pas gagner une élection nationale sans pour autant attirer les voix des modérés. Parce que, rappelez-vous, vous avez ce que vous appelez les swing states, les États pivots, qui peuvent voter soit démocrate ou républicain. Ils peuvent changer d'avis du jour au lendemain. Alors ça, c'est un fait très important. Pour gagner une élection nationale, il faut gagner les voix des modérés. Et je crois que quand on voit Donald Trump et Hillary Clinton, eh ben, les modérés vont aller voter pour elle et non pas pour lui. Parce que c'est tout à fait normal. C'est clair quand même. Ça résonne dans leur tête quand même. On a une coalition d'autres candidats. Quand on a vu sur la vidéo, j'ai vu Ben Carson derrière lui. Alors qui pouvait être plus modéré que Ben Carson? Alors les votants vont aller pour ces candidats plus tard. Alors je vois que quand il y aura une coalition, les gens vont aller pour les modérés plus que pour les radicaux. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas où ira Ted Cruz après. Surtout s'il y a beaucoup d'animosité, surtout s'il y a beaucoup d'animosité entre les deux. Tout est possible dans ces élections. Ce qui me semble, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans l'histoire de la politique des États-Unis. Jeremy Gunn, revenons, alors ça, on est parti de la défaite de Ted Cruz dans l'État de New York. Ce qui s'est passé hier, juste pour qu'on replace encore et qu'on explique bien, c'était un deuxième Super Tuesday. On avait déjà commenté il y a quelques semaines de ça. On a bien vu ces résultats. Vous avez un commentaire particulier par rapport à ce qui s'est passé, pour comprendre aussi ce qui s'est passé dans ces 5 États. Je rappelle les États. On a le Rhode Island, Connecticut, Delaware, Pennsylvanie et Maryland. Que représentent ces États avant que vous nous expliquiez? Ce sont des États qui sont particuliers, qui sont stratégiques aussi dans cette élection? Normalement, ces 5 États votent pour le Parti démocrate dans l'élection finale. Alors, encore, c'est pas important pour les élections en novembre, c'est plutôt pour ce qui se passe maintenant pour les nominations de partis. Ce qui était important, Hillary Clinton a bien gagné, alors je pense qu'elle a réussi. Et ce qui était surprenant, c'est que Trump a gagné un pourcentage assez élevé. Encore avant New York, il était toujours moins que 50%, et il a gagné 55-56% dans les élections hier. Ça veut dire qu'il a consolidé le Parti républicain pour les voteurs. C'est encore pas l'établissement du Parti républicain, mais c'était frappant la façon qu'il a gagné hier. C'était surprenant. On n'aurait pas prévu ça il y a 2 semaines, et c'est beaucoup plus résolu maintenant après hier. Et je crois, pour les États clés, depuis ce qui s'est passé hier, la Pennsylvanie peut être un État pivot, swing state, comme on dit. Alors, les États auxquels il faut faire attention, c'est la Floride, l'Ohio, la Virginie. Ce sont là les États clés qui peuvent être pivots, qui peuvent passer démocrates ou républicains le jour des élections à l'échelle nationale. Et ça dépendra de la manière dont les candidats vont jouer, comment ils vont s'articuler et articuler leur opinion vis-à-vis des votants américains. Alors l'autre chose, c'est que aujourd'hui, mathématiquement parlant, c'est pratiquement impossible de Ted Cruz d'avoir des délégués. C'est pas possible. C'est pratiquement impossible. La seule manière pour lui de contester la convention, et je crois que la dernière fois qu'il y a eu une contestée, c'était en 1967 entre Gerald Ford et Ronald Reagan.
Et la question, c'est que Ronald Reagan allait gagner et Gerald Ford est venu et par conséquent ce qui s'est passé, ça lui a fait mal par rapport à l'élection nationale et il a perdu en 67 bien sûr. Mais le fait qu'il y avait une contestation le jour des nominations, ça fait mal au parti. Alors, le processus que nous avons, c'est que il faut décider qui va être le nominé de... Les élections étaient très chères, très coûteux, et le processus a été long cette fois-ci. Et ça ne dépendra que des délégués qui vont voter, les super délégués. Pour revenir dans l'histoire, ils ont pris le processus pour... C'est pas ce qui s'est passé dans le passé, c'est une autre manière cette fois-ci. C'est le domaine public qui décide aujourd'hui et non pas la chambre close où les délégués devaient voter dans le passé ou voter dans le passé. Et par conséquent, on va se retrouver avec, comme a dit Anna, un candidat qui, alors je ne sais pas qui c'est, je ne suis pas sûr que Donald Trump peut être le mainstream candidat. Il a dit que je vais être un président comme tout le monde. Et ça va être vraiment ennuyeux. C'est un caméléon. Il arrive à changer, s'adapter en fonction des besoins. C'est notre système. Et pour l'instant, ça marche pour lui. Je ne sais pas si ça va marcher encore. Est-ce que je peux faire un petit commentaire ou une observation? J'étais en train de lire un article par l'économiste, dans l'économiste. Alors, il a fait une remarque très intéressante à mon sens. Quand ils disent, quand les gens regardent les candidats comme Bernie Sanders et Trump, ils ne regardent pas la personne, mais ils regardent les valeurs derrière le personnage. Parce que Donald Trump, c'est un billionnaire qui n'a jamais été un agent d'autorité, n'a jamais été un responsable. Alors, les pauvres, les non-éduqués, ils vont être aliénés par rapport à ce candidat. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est basé sur l'animosité. Il est anti-établissement, anti-établissement. Bernie Sanders, c'est pratiquement la même chose. C'est pas lui en personne. Comme c'est le cas pour Hillary Clinton. Bernie Sanders, les gens votent pour lui parce qu'il représente une nouvelle voie, une nouvelle manière de penser. Il est en train de repenser le socialisme. Et ce qui est aujourd'hui très important pour les jeunes. Et ça a été même choquant pour beaucoup de gens de voir Sanders agir de la manière. Alors, la question, est-ce qu'on va mettre l'accent sur le principe ou la personne? Les valeurs ou la personne? Ça, c'est très justement, crucial. En parlant de valeurs, vous parlez de socialisme, on a l'impression que quand on parle de socialisme aux États-Unis, tout le monde sort les griffes. On a bien vu ce qui s'est passé avec le projet de système de santé de Barack Obama et on voit ce que ça donne. J'ai des questions sur Twitter. On nous dit, quand on parle de Sanders, est-ce que c'est un socialisme à l'européenne? Et ça veut dire quoi, être socialiste aux États-Unis? Ça me permettra de vous... Non mais c'est vrai, sans tomber dans le communisme et le macartisme de l'époque. Je ne peux pas citer un autre politique aux États-Unis aussi connu que Sanders qui dit je suis socialiste. Alors, je peux dire qu'il y a 4 ans, quand les gens posaient les questions à moi, qu'est-ce qui se passe dans la prochaine élection, c'est-à-dire ces temps-ci, j'ai dit que probablement Hillary Clinton sera le nominé du Parti démocrate, probablement elle gagne l'élection. Alors c'était assez prévisible il y a 4 ans. Si on m'avait dit que le candidat du Parti républicain était Trump, j'aurais été étonné. Et si on m'avait dit que Bernie Sanders serait un candidat aussi fort que lui, j'aurais été étonné. Il y a à peine un mois, vous me disiez Donald Trump sur ce plateau, vous disiez Donald Trump, non, ça va pas durer. On aurait dû parier. Et on voit, c'est étonnant. Alors, je pense toujours, c'est probablement Hillary Clinton, c'est pas parce que c'est ma préférence, mais je pense que c'est le cas. Mais l'idée que quelqu'un qui dit je suis socialiste peut être à ce niveau, c'est étonnant. On avait
n'avait jamais eu ça. Seulement dans les années 20, les années 30, on avait les candidats socialistes qui n'avaient jamais gagné plus que 10-20% de la population. Maintenant que quelque chose qui est assez important. Mais aussi, il faut dire, c'est pas socialiste dans le sens européen, c'est plutôt... Alors justement, avant que vous nous donniez cette définition à l'américaine, parce que ça c'est quand même quelque chose qui nous intéresse, on fait une petite pause et on revient juste après. Primaire américaine, dernière ligne droite, c'est le sujet de ce soir dans 60 minutes pour comprendre si vous venez de nous rejoindre. Avant qu'on parle du probable duel de fin entre Donald Trump et Hillary Clinton, on était en train de parler justement vous nous faisiez la différence entre le socialisme à l'européenne et le socialisme tel qu'on peut l'entendre aux États-Unis et tel que Bernie Sanders peut l'incarner. Alors, je pense que Bernie Sanders prend beaucoup du modèle socialiste de l'Union européenne. Il veut l'aide à l'éducation pour que l'université soit gratuite. Il veut aussi avoir le soin de santé pour tout le monde. Il veut aller au-delà de ce qui a été fait par Care Act d'Obama. Je crois qu'il est plus à l'aise avec ce nom, c'est-à-dire le fait qu'on l'appelle un socialiste. Encore une fois, un élément crucial quand on regarde Sanders, c'est la perception du socialisme aux États-Unis. Il y a une corrélation avec l'âge. Je regardais un sondage l'année dernière qui mettait l'accent sur les perceptions des gens par rapport au socialisme. Et la majorité des personnes de 18 à 22 ans étaient en faveur du socialisme. Mais ceux qui ont 65, et puis 15% d'entre eux regardent le socialisme comme étant un élément positif. Et ça, c'est un élément clé pour comprendre pourquoi Bernie Sanders a gagné pas mal de voix. Parce que ces gens-là ont des problèmes. Ils ont un étudiant qui 1,3 trillion de dollars de dettes. Les gens de mon âge sont en train de payer les dettes de leur éducation universitaire du moins. Et je crois que Sanders aujourd'hui essaie de régler ce problème. Et je crois que s'il y a vraiment un problème, c'est l'inégalité. Et Bernie Sanders a fait en sorte que cette question soit au cœur de sa campagne. Et les jeunes, avec les jeunes, les universitaires, ça marche. Ils ne sont pas contre le socialisme, mais ils sont pour un changement. Ce capitalisme qui a été non réglementé et qui a donné lieu à la crise financière et économique de 2009, 2008, 2010. Et les gens veulent un changement aujourd'hui. Même s'il ne peut pas gagner la nomination, il est populaire. Et Hillary Clinton doit lutter pour gagner ces jeunes qui ont déjà voté pour lui et qui ont voté pour lui pendant cette campagne. Et il va falloir qu'elle fasse beaucoup de choses pour attirer l'attention, pour attirer ses supporters. Parce qu'ils sont là, ils sont très actifs. Et il va falloir qu'elle gagne leur voix. Et je crois qu'elle est capable de gagner le maximum. Cette influence sur justement l'ajustement du discours de Hillary Clinton, notamment avec ce concept de socialisme tel que vous l'avez expliqué, Elisabeth Myers? J'ai pas compris. Est-ce que vous pensez que justement la position de Bernie Sanders, puisqu'on a bien compris qu'aujourd'hui dans la course à la convention il est un peu out, apparemment suivant vos analyses, est-ce que sa position, ses idées de changement justement, d'aller vers cette espèce de socialisme, je vais mettre entre guillemets, va pousser Hillary Clinton à aller draguer justement ses électeurs, les personnes âgées et ces jeunes qui ont besoin de changement? Je pense nous sommes toujours en train de vivre
les effets de la crise financière qui a commencé en 2008. On est en 2016. Il y a tout un monde, pas seulement les étudiants. Il y a des femmes qui étaient des féministes pendant toute leur vie et qui n'étaient pas pour cette crise. On parle des femmes qui ont 40 ans et qui vont voter pour Bernie au lieu de voter pour Hillary, à cause de cette notion qu'il peut arrêter cette croisade des banques, de Wall Street. Il peut détruire le système qui a détruit le système américain, qui a donné lieu à une grande différence entre les riches et les pauvres, et les appeler à répondre de leur chef. Aujourd'hui, elle est en train de perdre les féministes qui, avant la crise, auraient à 100% voté pour elle. Parce que là, on touche quand même au cœur du business model américain dans son ensemble, de cet American Way of Life. Est-ce qu'on peut, vous disiez que ce sont des élections comme on n'avait jamais vu auparavant. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des changements idéologiques, conceptuels, qui, peut-être pas pour cette élection-là, mais pour les élections futures? Est-ce qu'on a amorcé une dynamique, justement, dans un changement de concept au niveau des États-Unis? Peut-être aller loin dans la réflexion? Oui, on peut dire que pendant les années 20 et les années 30 aux États-Unis, le mot socialiste n'était pas péjoratif. Et le mot capitaliste était péjoratif à cette époque-là. Ça a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut voir exactement le changement. Alors, les termes, les mots, les concepts peuvent changer. Et je pense que maintenant, c'est quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on peut commencer maintenant avec le langage de socialisme. Je pense que Hillary Clinton ne dit... Alors, je n'imagine pas que dans 2 ans, 3 ans, il dit que moi aussi je suis socialiste. Ça n'arrive pas. Mais ça doit le pousser dans une direction. Elle voit que beaucoup de monde qui sont la base du Parti démocrate ne sont pas enthousiastes. Même s'ils votent pour elle, ils ne sont pas enthousiastes. Elle a déjà commencé de changer le langage. Aussi, je pense qu'elle est un peu plus réaliste que Bernie Sanders et elle voit que l'agenda de Bernie Sanders n'est pas possible dans le Congrès aux États-Unis. On peut avoir le début d'un changement, ça c'est tout à fait possible, mais qu'on peut avoir un Congrès qui dit que voilà, on accepte toutes les dettes des étudiants ou le financement de l'éducation universitaire, ça n'arrive pas. Mais Hillary Clinton, je pense qu'elle est étonnée par ce qui se passe et elle va un peu dans cette direction, mais elle ne peut pas trop faire, à mon avis. Alors, duel Trump-Clinton, on regarde un sujet de Manal Akhdari, on en parle juste après. Milliardaire, magnat de l'immobilier, personnage de télé-réalité, à 70 ans, Donald Trump est le candidat favori à l'investiture républicaine. Pour lui, le rêve américain est mort, il faut donc faire de l'Amérique un grand pays à nouveau. Ces derniers mois, ces déclarations ont suscité un tollé aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Il compte interdire aux musulmans l'entrée sur le sol américain et mener une guerre commerciale contre la Chine, aujourd'hui très importante dans la politique étrangère de Barack Obama. Donald Trump a beaucoup parlé de l'immigration illégale. Sa position est claire, il faut construire un mur qui laissera les migrants dehors. Selon le milliardaire américain, une porte permettra de faire entrer uniquement les migrants légaux dans le pays et un mur sera dressé à la frontière avec le Mexique qui devrait en assurer le financement. Pour ce qui est de la lutte contre le groupe État islamique, le candidat républicain envisage de déployer les forces aériennes, mais pas question d'envoyer des troupes au sol. Pour combattre Daesh, Trump insiste sur une chose, prendre le pétrole extrait par les extrémistes. De son côté, l'ex-première dame et l'ancienne secrétaire d'État est la favorite chez les démocrates. À 69 ans, Hillary Clinton aspire à devenir la première présidente des États-Unis. Concernant ses positions dans la politique étrangère américaine, elle a appelé à un sursaut en matière de renseignement pour combattre Daesh. Elle n'est pas en faveur de l'envoi de plus de troupes au sol au Moyen-Orient, mais elle soutient l'augmentation de forces spécialisées doublée d'une zone d'exclusion aérienne. Pour ce qui est du dossier de l'immigration, l'épouse de l'ex-président démocrate Bill Clinton défend une réforme. Elle soutient une voie d'obtention de la citoyenneté américaine pour les quelques 11 millions de
de personnes en situation irrégulière dans le pays. Si elle est élue présidente, Clinton a promis de ne pas augmenter les impôts pour les classes moyennes, contrairement à son rival Bernie Sanders. Elle soutient également un relèvement du salaire minimum et des mesures en faveur des petites entreprises. Alors, Trump, Clinton, j'ai des téléspectateurs qui nous disent, voilà, je pense que Hillary Clinton sera la prochaine présidente des États-Unis. Après, je vous demanderai votre pronostic. Hein. Oui. Après, on se reverra à la fin de l'année. Mais avant qu'on parle de ce duel, c'est vrai que encore une fois, de ce côté-ci, mais dans le monde entier, on voit tous ces débats télévisés qui sont de grands shows à l'américaine. J'ai regardé toutes les saisons de House of Cards avec Kevin Spacey pour essayer de mieux comprendre. Bon bref, mais bon, je caricature. Mais en gros, quel rôle ils ont vraiment ces débats télévisés lorsqu'on voit la personnalité de Donald Trump? Est-ce que ça a joué en sa faveur? Parce que vous disiez, il y a l'homme, il y a les valeurs, mais quand même, lorsqu'on passe à la télévision, c'est plutôt l'homme et c'est sa personnalité qui passe. Comme j'ai dit tout de suite après Super Tuesday, qu'il y a une différence entre les débats maintenant, débats présidentiels, et ce qu'on avait pendant, j'ai cité l'exemple de Kennedy et Nixon en 1960. Et ça, c'était un vrai débat avec les idées. On a discuté avec les références, avec les faits. Alors maintenant, c'est plutôt un spectacle. Et c'est une dégradation sérieuse dans la politique des États-Unis. Je pense que quand c'est un débat entre les républicains et démocrates, ça devient un peu plus normal. Mais avec Donald Trump, on ne sait pas. C'est imprévisible ce qu'il fait. Mais c'est un show pour le Hollywood maintenant. Et on essaie de faire les points. Et c'est plutôt de montrer une attitude au lieu d'une idée ou une explication. Et c'est plus sophistiqué, je pense, pour les débats dans le Parti démocrate, mais c'est plutôt le cinéma pour le Parti républicain. Yeah, I mean, I would just like to really echo that. I mean, I think that we do need to make, especially with this year, surtout pour cette année, differentiation between et faire la différence entre les démocrates et les républicains, parce que je pense que, comme disait Jérémy, les démocrates sont en train de mettre l'accent sur des questions plus importantes, alors que de l'autre côté, c'est juste... On ne pouvait même pas comprendre ce qu'était la question importante pour eux. Et c'est la raison pour laquelle les gens les regardaient et suivaient. C'était comme un show. Il n'y avait pas un seul candidat qui était clair sur la politique des États-Unis d'une manière modérée, d'une manière réelle, surtout vers la fin. C'est devenu pratiquement une attaque contre Donald Trump, parce que c'est lui qui menait la barque, c'est lui qui gagnait. Et moi, quand je regardais, je n'ai rien appris. Et même aujourd'hui, je me demandais, qu'est-ce que j'ai appris? Quelle est la position réelle de Donald Trump? Qu'est-ce qu'il va faire, à part de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, dire aux musulmans de ne pas venir aux États-Unis, être contre tout le monde, et changer tout? C'est difficile de comprendre ce que est leur politique. Alors, par contre, avec Bernie et Hillary Clinton, ils partagent plus de valeurs et ils étaient clairs sur ce que sont les valeurs qu'ils veulent avancer. Ah bon, vous avez le plan économique de Sanders. Bon, il y a des gens qui étaient critiques, qui ne savaient pas comment est-ce que Sanders allait appliquer, mais les sentiments sont réels. Les sentiments sont vrais. Le problème, c'est que comment ils pouvaient passer ces idées au Congrès. Pas tout, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas réalistes, mais la perception que j'ai, c'est que Hillary Clinton va essayer de modérer même ces éléments-là. Elle sait comment faire passer quelques éléments au Congrès. Et c'est une question de perception. Elle a la perception qui lui fait mal, parce qu'elle représente l'establishment ou le statu quo de Washington. Elle essaie aussi
de promouvoir le passé. Mais il faut quand même faire passer des lois avec le Congrès. Et il faut trouver un moyen de passer les lois et il faut trouver des compromis avec les républicains, bien sûr. Et les gens, je ne crois pas que Bernie Sanders puisse faire des compromis. Je ne suis pas en désaccord avec tout ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Nous sommes dans une ère de télé et les gens s'intéressent très peu à ce qui se passe. Il y a l'Internet et ils veulent avoir juste un minimum d'informations. Et Donald Trump a fait un art de ça, c'est-à-dire donner juste une seconde, 2 minutes. Moi, j'ai regardé plus les républicains que les démocrates. C'était un show. C'était pratiquement un show, pas plus. Et ce qu'on a eu à la fin, c'est une crise, une vraie crise. Nous avons une crise dans le domaine de l'éducation. On a besoin d'éduquer le public quant à leurs responsabilités civiques, plutôt que voter pour la personne. Il faut voter pour les valeurs. Il y a une grande différence quand vous voyez quelqu'un à la télé et quand vous l'écoutez à la radio. C'est toute une différence, totalement de différence. La télé, les débats ont joué un rôle très important dans l'ascension de Trump lors de ce processus électoral. Jerry Megan, Anna nous disait tout à l'heure que Hillary Clinton représentait l'establishment, représentait un peu le passé. Le fait que Bill Clinton ait été président, est-ce que ça va desservir Hillary Clinton justement dans ce sens-là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va jouer toutes les cartes. Là, on est encore à la veille des conventions, mais une fois que la course sera vraiment lancée, là, à ce moment-là, tous les coups sont permis. Est-ce que ça va desservir Hillary Clinton? On peut dire que pour les anciens présidents qui sont toujours vivants, Bill Clinton est le plus populaire aux États-Unis. Malgré tout. Non, mais oui. Malgré tout. Et il est assez populaire. Et ça peut avoir un bon effet pour Hillary Clinton. Aussi, il y a les conséquences négatives. Et Trump est prêt pour exploiter tous les parties négatives de Bill Clinton. Mais pour la plupart des Américains, les années de Clinton étaient les bonnes années, quand les choses marchaient, le marché, c'était bien, l'économie était bien. C'était une époque assez stable aux États-Unis. Alors, ça, c'est un peu un bon souvenir et ça peut aider Clinton. Sans question. Je pense qu'elle est neutre dans sa campagne parce qu'il y avait de bonnes choses et de mauvaises choses. Il y avait de très bonnes choses et de très mauvaises choses. Et si on devait regarder l'équilibre, il y a pas mal de gens ne prennent pas ça en considération quand ils jugent Madame Clinton. Je crois que ça dépend de qui vous êtes en train de voir. L'âge de Bill Clinton est regardé de manière positive. Et je reviens à ce groupe de jeunes, mais c'est l'ère de la dérégulation du point de vue économique, si on veut parler. Clinton était le président qui pouvait créer qui a aidé à la crise de 2008. Et je crois que Bill Clinton et sa femme sont très appréciés par les Afro-Américains, les minorités. Et je crois que c'est là où elle va gagner. Bill Clinton était un modèle en quelque sorte. Alors, il peut l'aider aussi. C'est la question d'Israël et de la Palestine. Sa relation avec l'État d'Israël, qui est très intéressant. Et ça peut les aider chez quelques communautés aux États-Unis, comme ça peut leur faire mal chez d'autres. Alors c'est difficile de généraliser quant au rôle que Clinton peut jouer dans l'élection de sa femme.
political family is powerful, and he obviously has played a major sûr, role il a joué un in that. très But grand she is rôle, very, very powerful, mais aussi elle est very, très very powerful, forte. very influential Et in elle a her beaucoup own d'influence. right. But I think that them working Mais le fait as a team travaille politically is a comme une équipe powerful, politique, team, I think. c'est quelque chose de positif pour les Quelle deux. serait la différence, alors là on oppose bien sûr Trump à Clinton, mais quelle serait la différence entre Hillary Clinton et Barack Obama? Jerry Megan. Alors, un peu compliqué. J'essaie de simplifier un petit peu. Alors, je pense qu'une partie de l'effet de Bernie Sanders, c'est de dérégulation pendant l'époque Clinton. Je pense que ça, c'est le cas. Et le gauche dans le parti parti démocrate était assez déçu. Alors, pour Barack Obama, lui, je pense qu'il n'avait pas un programme, mais il avait un esprit. Voilà, le changement. Sans les programmes. Sans les précisions. Et plusieurs choses qu'il a dit n'étaient pas effectuées finalement. Mais c'était plutôt une idée de le changement, le futur, que tout est bien. Et on peut dire que ça n'a pas réussi aux États-Unis. Alors on avait Clinton, ancien président Clinton, qui était vers le droit dans le Parti démocrate. Barack Obama, c'était plutôt l'idée d'un noir qui peut être le président des États-Unis. Hillary Clinton rentre dans le même cadre de son mari et Bernie Sanders c'est de pousser vers le gauche. La dernière fois qu'on avait quelqu'un comme ça qui a poussé vers le gauche dans le Parti démocrate, c'était 1972 avec George McGovern. Après ça, c'était toujours vers le droit pour dire que le Parti démocrate doit aller vers le centre au lieu de vers le gauche. Alors ça, c'était un renouvellement, ces temps-ci, avec Bernie Sanders. Alors Clinton, toujours avec le droit centre dans le Parti démocrate. Barack Obama, c'était un peu idéaliste, sans le programme. Et Bernie Sanders vers le gauche. Et on a cette interaction. Anna Jacobs. Je dirais spécifiquement une des choses pour voir qui c'est qui a voté pour la guerre en Irak. Hillary Clinton avait voté pour, Barack Obama et Sanders n'avait pas voté pour la guerre en Irak. Généralement parlant, Hillary Clinton est en train de se présenter comme la candidate qui suit ce qu'a fait son mari ou ce qu'a fait Obama. Mais il y a quelques différences dans des domaines clés de la politique américaine. Par exemple, la question de la Libye, les attaques de l'OTAN. Obama a dit tout ça récemment que c'est la pire des choses qui s'est produite la gaffe, comment il n'avait pas une bonne stratégie après la chute de Kadhafi. Hillary Clinton était impliquée dans le processus dans sa totalité. Alors, en quelque sorte, elle est conçue comme étant coqueluche, c'est-à-dire interventionniste dans le Moyen-Orient. Il y avait aussi une autre question pour les deux, pour ce qui est le rôle des États-Unis en Syrie, armer les rebelles ou pas. Mais c'était clair qu'il y avait une différence entre Obama et Clinton. Le président n'a pas voulu intervenir autant que Clinton l'aurait souhaité. Alors pour ce qui est de la politique étrangère, si Clinton devait devenir présidente, il y aura certainement des différences. Et même la question israélo-palestinienne, il y aura des différences. Parce que Obama ne cache pas son animosité vis-à-vis Netanyahou, alors que Clinton, elle est très fière de ses relations avec Netanyahou. Obama a essayé d'appliquer des pressions pour geler la politique de Netanyahou. Et je ne crois pas que Hillary aurait agi de la même manière ou agirait de la même manière. Elle serait toujours du côté de Netanyahou.
Alors je crois qu'au niveau de la politique étrangère, il y aura certainement des différences. Elisabeth Myers. Elisabeth. Je pense que ce qui est intéressant, je crois que tout ce que je voulais dire a été dit en quelque sorte. Hillary a été le ministre des Affaires étrangères de Obama. Et ils ont travaillé sur beaucoup de dossiers ensemble, même s'il y avait quelques différences entre les deux. Je vais changer le sujet. Il y a une poussée aux États-Unis dans la communauté maroco-américaine pour voter pour Clinton. Ils étaient en train d'envoyer des messages aux gens, votez Clinton, votez Clinton. Et je crois qu'elle a beaucoup de soutien de cette communauté. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Barack Obama avait cette aura d'être le premier président noir aux États-Unis. Et le côté femme de Hillary, alors je sais pas, je vous pose la question, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment mis en avant comme un argument. C'est quoi? C'est manque de féminité d'Hillary Clinton ou on ne parle plus, on n'est plus sur le même argument? Mais je pense que c'est assez évident que c'est pas la peine de le dire. On peut dire que c'est dans un sens, c'est la maturité maintenant des États-Unis, que ça c'est pas vraiment la question. Pour Barack Obama, c'était est-ce qu'on peut avoir un noir pour président, mais maintenant on sait qu'elle est le candidat qui est le plus qualifié pour ça. Il n'y a pas de question. Peut-être on l'aime, peut-être on l'aime pas. Ça, c'est possible. Mais en comparaison avec tous les autres, elle était dans la politique plus longtemps. Elle était sénateur, elle était secrétaire des États, elle était la première femme dans la Maison Blanche. Elle est une femme extrêmement intelligente. Il n'y a pas de question sur ça. Elle est capable. Elle connaît beaucoup de monde. Et c'est pas une question est-ce qu'il est capable d'être président ou non. Alors, dans un sens, le fait qu'elle est femme n'est pas surtout le plus important. C'est dans un sens, c'est une bonne chose que ça peut être, elle peut être le présidente sans poser de questions. Elle est femme ou pas femme. Alors, c'est une bonne chose, je crois. Et je pense que c'est pour ces raisons-là qu'elle va jouer sur la carte d'être une femme. Alors, il faut regarder Clinton. Elle a toujours été impliquée avec les femmes depuis qu'elle a quitté l'université, même quand elle était universitaire ou étudiante. Trump n'a rien de tout cela. Il n'a aucun. Tout ce qu'il a fait, c'est avoir de l'argent, construire des immeubles, acheter des sociétés, comment dirais-je, des sociétés ou des entreprises en banqueroute, ou acheter d'autres. Alors, Bernie Sanders à la pousser vers la gauche un peu, je crois que c'est une bonne chose parce que ça va l'aider à long terme. Sinon, elle aurait été allée vers la droite plus. Alors, oublions le sexisme des deux côtés. Alors, la manière dont les gens la critiquaient, c'est le fait qu'elle soit une femme. Et l'autre chose que j'ai en tête, quand il s'agit de c'est que c'est difficile pour une femme d'être radicale dans la politique. Un homme peut dire, oui, je vais faire ceci. Alors les femmes luttent pour d'abord avoir une place, pour être dans les élections, pour arriver à Washington. Alors, par conséquent, il y a plus de problèmes ou de défis pour une femme pour se présenter avant qu'elle ne soit radicale. Et ça, c'est une question très importante. Cependant, je crois que on peut dire que si vous êtes jeune et si vous deviez voter pour Sanders plutôt que Clinton, je ne crois pas que ça soit antiféministe. Non, non. Parce qu'ils votent pour Sanders pour ses opinions, ses valeurs. C'est vrai
que c'est une femme qui a fait de bonnes choses, elle doit être respectée, mais aussi les gens doivent aussi choisir un candidat en fonction des valeurs, en fonction des principes, et non pas en fonction de ce qu'a fait X ou Y. Promoting the cause of women in politics, because Bernie Sanders is also very much promoting the cause of women in est en train de promouvoir la cause des femmes dans la politique aussi. Bien, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle juste les dates clés dans la suite de la campagne. Le 7 juin, c'est les primaires en Californie, notamment. Il y aura le Dakota du Nord, le Montana, le New Jersey, le Nouveau-Mexique et le Dakota du Sud. Et les conventions nationales. La convention démocrate du 25 au 28 juillet, ça sera en Pennsylvanie. Et la convention républicaine, entre le 18 et 21 juillet, ça sera à Cleveland, Ohio. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre les élections américaines. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route comme d'habitude et je vous dis à demain.